et a provoqué d'importants dégâts en Jamaïque. L'île des Caraïbes a été traversée par l'ouragan avec des vents à plus de 300 km/h. Conséquence, le pays a été ravagé, assure le Premier ministre jamaïcain. Il promet de reconstruire le pays. Israël reprend le cessez-le-feu, annonce ce matin de l'armée israélienne après les frappes de représailles sur Gaza hier. Israël accusait le Hamas d'avoir tué l'un de ses soldats. La défense civile palestinienne déplore au moins 50 morts et une dizaine de cibles frappées. Plus tôt, Donald Trump assurait que le cessez-le-feu n'était pas compromis. Pour Bruno Retailleau, le budget est encore moins votable qu'hier. Le patron des Républicains dénonce une folie fiscale alors qu'hier, les députés ont voté un amendement pour instaurer un impôt universel sur les multinationales. Il vise à taxer les bénéfices des multinationales proportionnellement à leur activité réellement réalisée en France. Les députés ont aussi voté le doublement de la taxe GAFAM de 3 à 6% pour les géants américains de la tech comme Google, Amazon ou Apple. Les discussions sur le projet de loi finance 2026 reprennent cet après-midi. C'est à partir d'aujourd'hui que 4 hommes bulgares sont jugés à Paris. Ils sont accusés d'avoir tagué le mémorial de la Shoah avec des mains rouges sur fond d'ingérence étrangère. C'était en mai l'année dernière. Ils encourent 7 ans de prison. À Paris, le Forum sur la paix s'ouvre aujourd'hui, 8e édition avec la venue de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Présents aussi des ONG et des experts pour discuter des grands défis mondiaux comme la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient. Et puis votre commune est sans doute concernée. En France, 29 000 communes comptent au moins un logement sur la plateforme de réservation Airbnb. Résultat d'une étude du centre de réflexion Terram. Cela représente 81% des communes françaises. Voilà pour l'actu. Très bonne journée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver mercredi 29 octobre. On est ensemble avec vous pendant 2 heures, évidemment, pour ce 10h midi, mettez-vous d'accord. Ensuite, les médias, on recevra Christina Cordula à 11h30 qui lance sa chaîne YouTube. Pour commencer, pour se mettre d'accord, chère Sophie de Menton, c'est vous qui nous avez donné ce titre, hein ? Oui, mettez-vous absolument. d'accord, c'est vous qui en avez eu l'idée. J'en avais marre de voir les gens s'engueuler non-stop sur le plateau. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et votre livre « Réussir, c'est possible » est paru aux éditions Fayard. Un livre passionnant. Vous avez interrogé un certain nombre de grands patrons, enfin de patrons, petits, il y a de tout, qui expliquent comment ils ont réussi, parfois partis de rien. Je pense à la propriétaire des cars Suzanne. Oui, merveilleuse. Formidable. Ouais. Donc c'est intéressant. Ce sont des exemples intéressants. Enfin, au passage, elle va chercher ses chauffeurs en Europe de l'Est et au Maroc. Il n'y a pas un chauffeur à Pôle emploi, un chauffeur, quand on cherche, personne ne répond. Elle y va très légalement, attendez, ils sont déclarés, etc. Mais c'est fou quand même. C'est-à-dire qu'elle ne trouve pas de chauffeur il n'y a pas français. un chauffeur. Formidable. Pôle emploi, elle l'a dit à la télé. Non. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, bonjour. Bonjour. Vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour Alex. Votre chaîne Les Indécis est sur YouTube aussi. Vous avez votre chaîne YouTube. Et puis on peut voir aussi le documentaire que vous avez produit sur la sécurité sociale, Sacré Sécu. Je veux dire, nous on avait... Non mais franchement... C'est remarquable parce que la Sécu, on se dit oh, c'est chiant, mais c'est pas chiant du tout, c'est hyper intéressant. Et c'est en tête des replays. Et on est même nommé pour le label d'or du meilleur documentaire de l'année. Wow. Donc, on est super content. On est super content. Génial, on est très fiers dans l'émission. C'est gentil, merci beaucoup Sophie. Non mais ça me fait très plaisir, vraiment. Et donc voilà, c'est super, c'est un doc qui est d'utilité publique justement. Je pense que c'est important de comprendre, surtout dans les jours actuels, dans notre période, dans notre époque, comment fonctionne notre système de sécurité sociale. Oui, et puis comment il a été créé. Il y a toute l'histoire avec des images d'archives dingues. C'est pas De Gaulle. C'est De Gaulle sans être De Gaulle en fait. C'est lui qui a lancé le système. On a longtemps dit que c'était les communistes, mais c'est pas les communistes. On explique pourquoi c'est pas les communistes, que c'est d'un commun accord global politique. Et c'est sur la chaîne Public Sénat. Je confonds toujours les deux. On va parler, je l'ai annoncé dans le teasing, les découverts ne vont plus être autorisés comme ils le sont aujourd'hui. Ce sera à partir de 2026. C'est l'Europe qui nous impose ça. La France transpose une directive européenne. On va en parler avec vous. Donc, il faudra un accord préalable de la banque. Donc, appelez-nous, 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. Ça commence à bien faire, quoi. C'est quand même, on ne pourra pas avoir plus de 200 € de découvert. Mais c'est n'importe quoi. C'était de la liberté. On voyait son banquier. Allez, soyez sympa. Il y en a pour 2 mois. Voilà. C'est incroyable. Donc, ça, ce sera 2026, mais on va en reparler dans un instant. Jean-Pierre Farandou, ancien
président de la SNCF, nouveau ministre du Travail, qui s'interroge pourquoi autant de Français ont envie de quitter leur travail. Donc ne vous énervez pas, Sophie, on va en parler. Bruno Retailleau qui parle de folie fiscale à propos de ce budget. Et puis... bien. Il s'est réveillé, c'est bien. Il s'est réveillé, voilà. Oui, il avait un petit peu disparu. On avait lancé une alerte enlèvement. Et donc on l'a retrouvé. La démission de Macron. Général Macron. Oui, du général Macron. Non, j'ai lu mon papier. C'est la démission de Macron. Le général de Gaulle l'a fait, mais ce n'est pas à moi de le demander aussi, dit Bruno Retailleau. Mais il sous-entend que oui, il aimerait que Emmanuel Macron démissionne. Donc tout ça, ce sont des sujets normalement qui devraient vous passionner, auditeurs de Sud Radio. Et Benjamin Cauchy qui vient d'arriver. Bonjour Benjamin, chef d'entreprise. On va commencer avec vous. En général, on fait quand vos coups de cœur et vos coups de gueule concernent l'actualité brûlante et le sujet que je voulais traiter en premier, je vous laisse la parole. Oui, je vous ai entendu l'évoquer il y a quelques minutes. Les nouvelles règles du découvert. Alors dites-nous en quoi ça va consister. Alors, en fait, il y a une directive européenne qui date de 2023, qui a été transposée dans le droit français par une ordonnance en date du 3 septembre 2025 par le Conseil des ministres. Donc c'est le Conseil des ministres qui, par ordonnance, a décidé de mettre en place un nouveau dispositif sur le traitement des découverts bancaires. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une zone grise, c'est-à-dire que, à la différence d'un crédit conso, le découvert autorisé, et on va dire, a été considéré comme une facilité de caisse avec une réglementation qui est plutôt light. Désormais, avec cette nouvelle ordonnance, en fait, le découvert bancaire va être considéré comme un crédit à la consommation, avec tout un dispositif réglementaire qui va dans le même voie que si vous faites un crédit conso pour acheter un véhicule ou faire des travaux. Ça veut dire qu'il va y avoir quoi, des intérêts énormes ? Ça veut dire qu'il va y avoir des intérêts, ça c'est déjà le cas, mais au-delà de ça, c'est que la banque a désormais l'obligation réglementaire, à compter du 20 novembre 2026, de observer et d'analyser en fait votre situation financière. C'est-à-dire que par exemple, vous ne devez pas dépasser plus de 30% d'endettement pour payer votre logement, votre prêt immobilier et vos factures. Donc quelqu'un qui gagne 1500 € ne pourra pas avoir, entre guillemets, une visibilité de plus de 500 €, ne pourrait pas dépenser plus de 500 € pour son loyer. Le cas échéant, ça serait considéré comme du surendettement. Donc en fait, à partir de 200 € de découvert, désormais les banques vont avoir l'obligation de vous demander des justificatifs de vos revenus d'une part, mais de vos dépenses pour savoir s'il est pertinent ou non d'avoir un découvert autorisé. Et si vous êtes en mesure de rembourser. Alors Stéphane, absolument. Un auditeur me dit le découvert était déjà un crédit. Et effectivement, c'était déjà un crédit, mais là, ça va être... c'est un durcissement. C'est un durcissement des conditions. Mais il va se passer quoi ? Mais il va se passer quoi si vous avez un découvert ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que les gens autour de cette table qui n'ont peut-être pas de problème de découvert, s'ils demandent une ligne supplémentaire... il y a 40% des Français qui sont à découvert le 10 du mois. Donc ça, c'est une réalité. Et il y a 25% des Français qui gagnent moins de 1750 €. Et le salaire médian, c'est 1789 €. C'est facile à retenir, c'est comme la Révolution. Pourquoi ils ont fait ça ? Alors, en fait, ils ont fait ça parce qu'ils souhaitent maîtriser au maximum et encadrer au maximum justement cette zone grise, parce qu'ils estiment qu'à partir du moment où l'argent ne vous appartient pas, il est considéré comme un crédit à la consommation. Non mais et alors ? Oui, mais c'était déjà le cas, effectivement. Oui, sauf que en France, ça s'appelle des agios. C'était des agios, effectivement. Mais là, la différence, effectivement, pourquoi ils le font ? J'ai envie de dire pour emmerder le monde, si je pouvais me permettre ce populisme d'ambiance, d'atmosphère même, on pourrait dire. Mais plus sérieusement, ça va être très problématique parce que les gens vont devoir, on n'a pas entendu votre téléphone, Sophie, mais les gens vont devoir justifier, en fait, les raisons pour lesquelles ils vont avoir besoin d'un découvert. On a vu hier qu'il y avait... Et là, clairement, ça va mettre des millions de personnes dans la difficulté financière. On a vu qu'il y avait déjà plus de 30% des Français qui étaient en précarité énergétique, donc c'est une folie. Oui, il y a plus de 30% des Français qui ne peuvent pas payer correctement leur facture d'EF aujourd'hui. On a Luc en ligne avec nous, donc appelez-nous 0826 300 300, ce que vous inspire ce durcissement des autorisations de découvert. Bonjour Luc. Bonjour Valérie, bonjour. À vos invités. Donc vous aviez lu cette information, vous l'apprenez ce matin sur Sud Radio ? Non, j'avais lu ça hier, et vraiment je suis même pas scandalisé, je suis atterré parce que moi j'ai vécu avec des banquiers toute ma vie, j'ai toujours fait qu'emprunter. Et c'est vrai que depuis la nuit des temps, il faut prêter de l'argent aux banquiers pour qu'ils vous en prêtent. Ouais. Et ça, on était habitués.
oui, ça va enfoncer encore un peu plus les gens, parce que le découvert, pour beaucoup de gens, c'est une solution de secours c'est une soupape. Immédiate. C'est une solution de secours immédiate pour pallier un problème existentiel, que ce soit de la nourriture, que ce soit une réparation de voiture, que ce soit tout ce genre de choses. Et donc, s'il faut déposer un dossier... Et puis même par inadvertance, le nombre de gens qui sont là, aïe aïe aïe, je suis en découvert, je vais appeler le banquier. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie. Oui, Luc, allez-y. Et s'il faut appeler son banquier, déposer un dossier et tout ça, ça devient surréaliste. Ça, c'est une chose. Et puis, de yeux, il n'y a plus de banquiers. C'est vrai. Il y a des hommes de guichet et des femmes de guichet. Moi, je disais à Emmanuel, mon banquier toute ma vie, ça a été le banquier de Johnny Hallyday. Alors, il avait l'habitude des choses un peu scabreuses, et donc il savait réagir et il savait faire face. Mais aujourd'hui, vous avez derrière le guichet des gens qui vont dire moi, je prends pas de risque, le dossier je le présente pas, et puis voilà, j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Donc c'est encore une fois, et pourtant je suis pas de gauche, mais c'est encore une fois enfoncer les gens les plus précaires. Voilà. Ouais, non, mais c'est tout à fait juste. L'Europe, ça suffit aussi, parce qu'en France, on a vu le marasme dans lequel on est, mais l'Europe en rajoute toute la journée. Enfin, je voudrais quand même resignaler le truc aberrant imposé par l'Europe. Oui. C'est que vous avez une petite grippe pendant les vacances de 8 jours. Ah oui, les congés. Vous avez des congés, donc vous êtes en congé, froid en vous baignant. Vous rentrez de votre entreprise, vous avez droit à 8 jours d'arrêt de travail. Oui. Mais comment on peut... Ça, c'est encore autre chose, Sophie. Oui, c'est pas la même chose. C'est imposé par l'Europe. Ah oui, bien sûr. Non, je dis que l'Europe nous impose sur l'Europe. Ouais. L'Europe nous impose des trucs de plus en plus délirants et ça pose un vrai problème. Enfin, et ce sera applicable dans tous les pays européens. C'est une directive européenne. C'est une directive européenne. Tous les pays européens. Donc ce sera applicable partout, Alex. Non, mais c'est une directive européenne. Ça concerne le découvert autorisé dans les établissements bancaires. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus être à découvert. Non. Ça veut juste dire que ça sera beaucoup plus compliqué. Qu'il faudra justifier en permanence, et c'est vrai que mais j'ai envie de vous dire, dans le contexte actuel, moi ça m'étonne qu'à moitié. En réalité, pourquoi les hommes et les femmes politiques du pays ne réagissent pas? Parce qu'on peut pas tout avoir. On peut pas vouloir avoir des retraites, qu'on n'arrive pas à financer, avoir un budget qui s'étend et entre guillemets une dette publique qui ne s'arrête pas de se creuser, et en parallèle dire à l'Europe, et puis vos directives, mais on s'en fout complètement. Mais parce que en fait, on est dans un système européen. Mais je dis pas que c'est bien. Je suis pas en train de dire que c'est bien. Non, vous êtes en train de dire qu'on est coincé, quoi. On est coincé, malheureusement. Moi qui suis d'ailleurs un fervent défenseur de l'Europe pour plein de questions. Ouais, de Rasmus, mais pas plus. Hein. Non, mais pour les agriculteurs, on pourrait en parler. Pour les agris, on peut en parler. Entre ce que la France verse et ce que les agriculteurs français reçoivent, la France est perdante. Donc non, ça c'est une histoire. C'est pas vrai. Et deux, la France est le pays qui reçoit le plus d'aide de la part de l'Europe. Contributeur net à plusieurs milliards d'euros. Peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le système qui bloque, voilà, tant sur le découvert que sur l'Europe, que sur l'agriculture, parce que d'un côté on donne beaucoup d'argent, mais on n'arrive pas à s'opposer aux traités internationaux qui viennent mettre des bâtons dans les roues des agriculteurs. Donc en fait on est bloqué. Et je trouve que cet exemple de directive européenne qui va être applicable donc en novembre prochain, dans un an. Donc il y a quand même encore du chemin. Et ça serait bien que les hommes et les femmes politiques de ce pays, à part Jean-Luc Mélenchon pour le coup, c'est vrai, c'est le seul à avoir réagi et à avoir parlé, ça serait bien que les hommes et les femmes politiques de ce pays se mobilisent. Donc on a encore un an pour faire en sorte d'inverser, mais on est bloqué. On est bloqué. Alex, si je puis me permettre, il y a beaucoup de directives européennes qui sont dans les cartons à Bercy, à Matignon ou à l'Élysée et autres, qui ne sont pas transposées dans le droit français. Là, il y a une véritable... Ah non, ça placardise régulièrement. Là, ça fait 2 ans que c'est une directive européenne, et le 3 septembre, on se souvient même plus du nom du Premier ministre, le 3 septembre. Ça a été décidé au Conseil des ministres, ça a été transposé. Donc les politiques sont accaparés. Je vous donne la parole dans un instant, Frédéric, mais ceux qui nous dirigent. Juste l'Europe, vous allez en Espagne, vous êtes avec votre voiture, vous ne pouvez pas rester séjourner en Espagne avec une voiture immatriculée en France plus de 6 mois, vous ne pouvez pas prendre une assurance espagnole pour une voiture française, je donne cet exemple-là. Il y a des choses très simples de la vie quotidienne. Vous dites l'harmonisation de l'Europe pour la vie quotidienne, ça devrait être simple, ça ne l'est pas du tout.
Non. Ça ne l'est pas du tout. Frédéric, sur les découverts, Frédéric Fougerat. Sur les découverts et même sur quelque part le rôle et le service que doit apporter une banque. Et je trouve que ce sujet permet de faire remonter le déséquilibre qu'il y a dans la relation entre la banque et son client. Alors juste sur la directive, Alex disait il nous reste un an, un an à nos politiques pour réagir. Pour une directive de 2023, ça fait déjà quelques années en fait qu'ils avaient le temps de réagir, donc c'est toujours aussi étonnant de voir les temps de réaction. Mais c'est quoi aujourd'hui le rôle et le service que doit apporter une banque? La banque, elle gagne comment son argent? Avec votre argent? Mais oui, c'est ça. Enfin, moi, je trouve que le fonctionnement de la banque, en tout cas, par rapport à la lisibilité que nous, on a consommateurs, ou en tout cas, et la transparence que peuvent avoir les banques, pose quand même un problème. Quand j'ouvre un compte en banque, j'ouvre pas un compte pour protéger mon argent, j'ouvre un compte séquestre que la banque va utiliser comme elle l'entend, et pas moi. Moi, si je veux retirer de l'argent, jusqu'à un certain niveau, je dois demander l'autorisation. La banque va m'autoriser, la banque va me bloquer. Que la banque vérifie d'où vient l'argent que je mets sur le compte, je peux le comprendre. Que la banque me demande de contrôler où va l'argent que je veux utiliser, là, ça me pose problème. Moi, je trouve que nos banques sont remarquables. C'est toute la relation qu'on a avec notre banque qui peut poser problème. Et effectivement, et non seulement la banque gagne de l'argent avec l'argent que je mets en dépôt, mais en plus la banque me fait payer pour ses services. Il y a un moment, il faudrait peut-être remettre les choses à plat et profiter de ce genre de situation pour comprendre quelle est cette relation entre la banque et le client. On va continuer ce débat dans un instant. 0826 300 300. Durcissement donc des découverts bancaires au-delà de 200 €. Ça va devenir beaucoup plus compliqué. Ce sera dans un an, donc ça va arriver assez vite. Vous devrez justifier de ce découvert. Les banques vont être beaucoup plus rigoureuses et exigeantes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, Corps, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous sur Sud Radio et nous parlons donc de la fin du découvert bancaire automatique. Ça va changer dans un an, en 2026, novembre 2026. Alors vous vouliez préciser, Benjamin Cauchy, un certain nombre de choses qui vont devoir entrer en vigueur. En vigueur, oui. Et puis je voulais réagir aussi à ce que vous disiez. À quoi sert une banque? Normalement, une banque, ça doit servir à faciliter la vie et être générateur de croissance. Vous accompagner dans vos projets ou vous aider à épargner pour justement avoir des projets à moyen ou long terme. Aujourd'hui, les banques sont des services fiscaux déguisés. C'est comme ça. Faut pas exagérer. Mais bien sûr que si. Les établissements bancaires et assurantiels sont les plus gros collecteurs d'impôts en France. C'est une réalité. Entre la CSG, mais absolument. Je ne dis pas qu'ils le choisissent. C'est ce que je veux dire par là, et je vais aller plus loin. Mais vive la banque. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Vous parlez à un courtier, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que la réglementation va imposer aux établissements bancaires de devenir des super flics fiscaux. Et on se posait la question de la contrainte que ça va occasionner pour nous, les particuliers, pour les professionnels de ce système de découvert désormais très réglementé. Va se poser également la question avec le désengagement des établissements bancaires sur les agences de proximité, la rupture numérique que ça va occasionner. Madame Michu, avec sa pension de retraite à 1 000 €, qui va demander un découvert exceptionnel de 200 € pour se racheter une machine à laver. Elle va se retrouver complètement coincée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième élément qu'il faut mettre sur la table, et là, vous allez voir, je vais sortir ma casquette de syndicaliste pour une fois, prenez une photo. J'attends aussi une réaction de la part des collaborateurs des établissements bancaires, parce que ça va générer de la tension en agence. Il va falloir la gestion des conflits. Non, mais ça, il faut qu'ils l'anticipent, du coup. Gestion des conflits, et puis, la relation commerciale qui va devenir absolument, le rapport, l'expérience client va être catastrophique. Donc, c'est vraiment une opération perdant-perdant. Oui, non, mais c'est... Et déjà, les banques, aujourd'hui, pour les entreprises, quand on veut un prêt, on est obligé d'avoir la caution de la BPI. Il y a un organisme, parce que la banque n'ose plus prêter. Mais, moi, je rejoins ce que disait notre auditeur tout à l'heure. Il y a un turnover dans les agences absolument invraisemblable, avec des gens qui ne sont plus forcément très compétents dans certaines banques, les conseillers qui changent. Alors, c'est vrai qu'il y a une concurrence bancaire énorme et qui font un peu comme dans les entreprises. Et c'est vrai que je n'apprécie pas, mais ce qui se passe, c'est que vous avez un interlocuteur qui vous connaît, qui vous aime bien, vous négociez avec lui. Et qui se barre 6 mois après. Non. Et pour pas s'attacher au client, tenez-vous bien, et ça c'est grave. Pour pas s'attacher au client, on fait un turnover tous les 2 ans. Parce que quand vous connaissez votre banquier, ça se passait bien, et on obtenait, et la banque a contrôlé ça. Bon,
Donc dans un an. Donc alertons les pouvoirs publics, alertons les députés s'ils ont encore quelques minutes à nous consacrer. Non mais il faut alerter l'opinion publique. Je pense que ça va monter. Je suis d'accord. Ouais. C'est comme les ZFE. Vous savez, rien n'est jamais terminé, même si c'est voté entre guillemets. Donc mais là, c'est une directive européenne. Quelle est la marge de manœuvre de la France? On disait il y a quelques minutes qu'il y avait plein de directives européennes qui étaient dans les cartons. Moi, je pense qu'il y a une vraie marge de manœuvre. Regardez le Mercosur. C'est pas une directive européenne, mais indirectement, c'est quand même l'Europe qui doit décider pour la France. Ça fait des années qu'on repousse l'application du Mercosur. Donc c'est pas le même secteur. J'en conviens. Je suis d'accord. Mais si vraiment vous avez une montée de bouclier, d'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce que disent les autres pays. Parce que nous, on est très français comme d'habitude et c'est normal. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qu'en disent les autres pays européens. Est-ce que eux trouvent que c'est normal culturellement de devoir imposer un blocage d'un découvert à 200 €? Je crois pas. 200 €, franchement, si on se met juste en perspective la chose, 200 €, ce n'est rien du tout. C'est un caddie aujourd'hui. C'est rien du tout pour une famille avec 2 enfants. C'est un caddie avec 2 gamins, on est bien d'accord. Frédéric, c'est... Non, je partage tout ce qui est dit. Je me suis mis d'accord avec chacun, mais j'ai une question peut-être pour Benjamin, parce que moi, le milieu bancaire, je ne le connais pas. Je comprends parfaitement et je partage cette idée de m'émouvoir aussi de la relation entre la personne et le client, puisque il y a de moins en moins d'agences bancaires, de moins en moins de possibilités, et je pense que ça va aggraver ça. Mais en même temps, comment comprendre ça par rapport à l'essor des banques en ligne, où là justement on n'a plus de contact. Je suis perturbé par cette contradiction. Oui et non, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, une facilité d'expérience, que ce soit auprès de votre établissement bancaire, un assureur, ou tout simplement pour faire vos courses au supermarché. Vous allez prendre une application pour faire un drive aujourd'hui. Donc vous avez l'habitude d'utiliser votre smartphone pour les usages de la vie quotidienne, et les banques se sont inscrites pleinement dedans. Surtout que clairement, quelles étaient les raisons pour lesquelles vous alliez vous rendre dans un guichet? C'était déposer un chèque. Alors, les banques ne veulent plus de chèques. Vous alliez déposer les étrennes. Mamie, vous avez donné 100 €, vous allez les déposer sur votre livret A. Et voilà. Allez retirer de l'argent. Vous retirez du cash, quoi. Oui. Et aujourd'hui, le cash, c'est quasiment un gros mot. Donc en fait, les raisons pour lesquelles on va dans une agence bancaire sont quasiment minimes. C'est pour ça qu'ils ont développé le numérique. Là, en revanche, avec l'ordonnance, la directive européenne, vous allez avoir une recrudescence des gens dans les agences. Et là, effectivement, c'est schizophrénique. Mais qu'est-ce qui va se passer, demande un auditeur, si un découvert est refusé? Vous débrouillez. Vous débrouillez. On va dire merci au Conseil des ministres du 3 septembre 2025. Et Stéphane nous dit, on parie que les dealers feront une banque sociale. Possible aussi, qu'on imagine des alternatives. Que des alternatives se développent, Et Véronique demande pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a signé cette directive. Pourquoi il l'a accepté? Mais s'il y a plein de trucs qui se font... Le jour où il parlera en français, on lui posera la question. Non, mais pourquoi il y a aussi ça c'est vrai. Non, mais pourquoi, moi, j'ai pas de nouvelles d'Emmanuel Macron. Non, personne n'a de nouvelles d'Emmanuel Macron, mais on va découvrir des choses. Ah bon? Il va bien? Oui, je l'ai vu. Il marchait seul au bord de Seine. Au salon Made in France? Non, pas du tout. Non, ça, ce serait trop beau. Non, celui qui a remplacé la FAC. Arbazel. Oui, je sais pas, c'est pas vous qui avez tweeté, il a pas autre chose à faire? Non, je n'ai pas tweeté ça, j'avais peut-être dit à vous. Non, mais il y a quelqu'un qui a tweeté ça, en tout cas, il n'a pas autre chose à faire. C'est assez stupéfiant de voir à Art Basel, le président de la République. Art Basel était une grande foire contemporaine, la FIAC qui a eu lieu. Art Basel, et c'est au Grand Palais à Paris, et c'est la foire contemporaine importante. Et d'ailleurs, Paris est une très belle place, il faut le saluer. Mais je dois dire que c'était samedi, et samedi, voir le président de la République. Je suis très contente qu'il aime l'art, mais l'Assemblée nationale était en train de se battre sur des sujets fondamentaux, et j'ai trouvé que déambuler en regardant les œuvres d'art, d'ailleurs très tranquille, pas du tout abordé, j'étais stupéfaite. Donc il aurait dû faire quoi, être devant la chaîne parlementaire pour regarder l'Assemblée nationale? Oui. Exactement. Non, vous partagez pas ce... je pense que tous les gens... non, mais je trouve ça un peu stérile comme... tous les gens stérile, j'ai rien dit. Mais tous les gens tous les gens du monde de l'art, de la culture, s'ils ne venaient pas, on dirait, ils se désintéressent, ils ne soutiennent pas l'art français, c'est important. Il y a une question de timing. Il y a une question de timing, là, je suis désolé. Il y a un peu des priorités envoyées, Brigitte. Il y a le feu dans le pays, il y a 3450 milliards de dettes. La priorité, on a eu 2 gouvernements en l'espace d'une semaine au mois d'octobre. Le chômage est en train d'exploser.
d'exploser, les défaillances d'entreprises sont en train d'exploser. Tous les voyants sont rouges, plus 1,6% sur le dernier trimestre. Voilà. Oui. C'est tombé. Et moi, j'ai toujours apprécié les autres années qu'il y a. Mais il augmente. Pourquoi il augmente, Benjamin? Parce que l'économie est au ralenti. Parce que la France est à l'arrêt depuis Pâques. Chaque année, au mois d'octobre, le chômage augmente. C'est la fin des emplois saisonniers. Non, mais ça, c'est quand même aussi, il faut quand même mettre les choses en perspective. Il augmente beaucoup moins fort que dans d'autres pays européens. Dans la vraie vie, les boîtes, elles ne recrutent plus. Un ami libraire qui avait 14 employés, il en a 8 maintenant. Mais je suis d'accord qu'il y a aussi une crise économique, ça, il n'y a pas de débat, mais il augmente pas sensiblement par rapport aux années précédentes. Et même si on fait un constat, et pourtant, j'aime pas prendre la défense d'Emmanuel Macron, très honnêtement, mais si on fait un constat sur les 7 dernières années, depuis qu'il est à la tête, enfin 8 dernières années il a même. fait des choses bien. Non, mais même au niveau du chômage, au niveau de l'emploi. Voilà, on pourrait prendre les chiffres et c'est mathématique, ça ne tromperait pas. Oui, enfin c'est les boîtes qui créent les emplois. Ça suffit maintenant. Merci Emmanuel Macron, je crée des emplois. Allez, on se retrouve tout de suite et puis on parle de découvert, on parle de précarité financière. Et dans le même temps, on apprend que les voitures neuves sont devenues inabordables pour les classes moyennes. Donc, envie de vous entendre, auditeurs de Sud Radio, sur ce sujet. Oui, encore l'Europe. Et puis les écolos. Non, mais mais l'Europe surtout. Non, mais on n'a plus les moyens d'acheter de voitures neuves. Je veux dire, c'est. On pourra parler du marché de l'occasion. Oui, aussi. Allez, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Valérie Expert. Comment les voitures neuves sont devenues inabordables pour les classes moyennes? Les prix ont explosé 24%, plus 24% ces 4 dernières années. C'est de plus en plus compliqué pour les constructeurs, mais pour les Français, moi je pense aux Français. Aujourd'hui, quel est l'intérêt d'acheter une voiture neuve? De toute façon, vu la décote qui arrive assez vite, il y a évidemment l'arrivée sur le marché européen des voitures chinoises, mais c'est vrai que c'est un vrai problème aujourd'hui, et on va se retrouver avec des voitures. Moi, je vois quand je vais en province, parce que j'aime bien dire province, des gens qui ont des voitures qui ont 200, 300 000 kilomètres, qui n'ont pas les moyens d'en changer. Oui, pas très grave. Le parc automobile français a vieilli. Je crois qu'on est passé de 7-8 ans d'âge moyen du parc de véhicules à 9 ans. Donc, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'il y a il y a 2 ans de décrue de vente de voitures neuves. L'augmentation du coût des matières premières. C'est ça, c'est principalement ça. Et on est une des raisons. Cuivre, aluminium, plastique. Absolument. Et puis on peut parler aussi des coûts de production et du coût du travail également dans notre pays, qui impacte directement les constructeurs. Les constructeurs sont victimes aussi des atermoiements de l'Union européenne et de nos dirigeants concernant le thermique ou l'électrique. Et donc du coup, ils doivent ménager la chèvre et le chou et commencer des investissements majeurs sur l'industrie de l'électrique qui a un coût. Et en parallèle de cela, vous avez un pouvoir d'achat qui s'effondre. Des gens qui ne savent pas si on peut acheter électrique ou thermique. Et donc du coup, les véhicules neufs sont en train de tomber. Sophie. C'est vrai. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une grande tendance. Oui. Et chez les jeunes, c'est assez étonnant. On aime l'occasion, on achète d'occasion, y compris les vêtements. Les écolos sont passés par là. Et d'ailleurs, personnellement, franchement, je serais enchantée d'acheter une voiture d'occasion. Je vois pas pourquoi j'irais acheter une voiture neuve. Non, il y a aussi une vraie tendance qui est liée à ça. Puis il y a aussi la question de l'électrique, dont vous n'avez pas parlé. Mais les gens ne savent plus. On vous dit que ça pollue. L'essence coûte cher. L'électrique, j'ai un copain qui a mis 10 heures au lieu de 8 parce qu'il a une voiture électrique. Il fallait recharger toutes les 2 heures. Donc c'est compliqué aussi le domaine automobile. Le pouvoir d'achat, c'est quand même très intéressant, l'électrique. C'est quoi? C'est très cher. Non, en termes de pouvoir d'achat, l'électrique sur la durée, non, c'est moins cher que le thermique. Mais ça ne veut pas dire que je suis pour. Ah si, je vous promets, c'est moins cher pour le coup, pour en avoir proche de moi des voitures électriques. Je peux vous dire que effectivement c'est un investissement, mais qu'à moyen terme, c'est moins cher que du thermique. En revanche, pourquoi je vois pas le calcul que vous faites. Parce que vous avez une borne, borne, rien que le prix de l'essence, vous n'êtes pas soumis à la variation du prix de l'essence. C'est une borne électrique qui est en bas de chez vous, qui coûte cher. En bas de chez vous, quand on fait. Non mais vous pouvez l'avoir. Vous pouvez la demander. Non, dans votre parking, vous pouvez la faire installer. Ça coûte beaucoup d'argent, mais sur la durée, ça vous coûte moins cher. Maintenant, il faut quand même dire la vérité. Effectivement, ça reste très cher sur le prix instantané d'achat d'un véhicule. Et moi, je vous dis, c'est de la faute de l'Europe, parce que c'est une folie ce qu'a fait l'Europe. Une folie. Et de dire que d'ici 2035, plus de ventes de véhicules thermiques sans préparer cette après-vente de véhicules thermiques, c'est une folie. Et d'ailleurs, vous voyez que même au sein de l'Europe aujourd'hui, les partenaires les plus proches sont en train de se rentrer dedans. Quand vous voyez ce qui se passe en Allemagne, qui dit qu'il faut revenir sur cette date de 2035, ils sont pas fous. Ils voient bien que ça fait chuter leur économie.
économie. En France, la position, pardon, mais comme d'habitude, elle est incompréhensible. C'est-à-dire que vous avez Macron... en même temps. Ouais, c'est dur en même temps. Oui, c'est vrai que c'est un peu proche 2035, mais bon, c'est bien, il faut garder cette date, ça nous laisse un objectif. Par contre, on donne pas les moyens, ni aux prestataires automobiles de préparer cela, ni même aux experts d'essayer de trouver des solutions de transition, et on demande aux Français de s'adapter. Mais c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Et aujourd'hui, vous avez, je vous le dis, un problème, parce que vous dites, Sophie, les écolos sont passés par là. Pardon, mais quand vous regardez les enquêtes d'opinion aujourd'hui, l'écologie, tout le monde s'en fout. C'est plus le problème des gens. Les jeunes, pas du tout. Ah ben je vous promets que si, même les jeunes. Le pouvoir d'achat est devenu, mais peut-être est devenu leur priorité. Et j'allais y venir, c'est que vous avez un problème d'achat de véhicules, mais en plus vous avez aujourd'hui, quand vous regardez les écoles de conduite, un problème d'inscription, parce que les jeunes maintenant se disent mais pourquoi je vais passer mon permis ? Ça va me coûter de l'argent, je peux me déplacer comme je veux, avec tout ce qu'on a mis à ma disposition, et en plus ça va me faire gagner du temps, parce que passer son permis c'est compliqué et ça coûte cher et puis ça déplace dans le temps et tout. Donc en fait on est en train de bloquer tout un pan de l'économie considérable et on s'en rend pas compte, comme d'habitude. Gilles, un auditeur me dit, quelqu'un peut expliquer que le marché de l'occasion dépend également du neuf, certes. Oui, c'est vrai. Évidemment. Après, Frédéric, il est formidable le marché de l'occasion, on oublie de le dire. Mais ils remettent ça derrière la publicité, ils remettent à neuf une bagnole complètement, vous l'achetez, c'est comme si elle était neuve. La question du pouvoir d'achat, tant d'ailleurs sur le neuf que sur l'occasion, elle se pose aussi sur la question d'entretien des véhicules. On lit beaucoup ces derniers temps dans la presse qu'il y a de plus en plus de difficultés financières pour entretenir son véhicule, le maintenir aux normes, à la réglementation, et du coup ça amène aussi à des questions de sécurité importantes, et là, donc c'est un vrai sujet de société. Je voudrais profiter de cet échange pour revenir sur un discours qui m'est pénible, un discours assez méprisant qui s'installe dans la société depuis quelques années vis-à-vis des propriétaires de véhicules. Les propriétaires de véhicules, ils représentent le mal, et notamment du point de vue de beaucoup d'urbains qui, comme le disait Alex, ont toutes les facilités pour circuler, donc ils peuvent se passer d'une voiture. Mais la majorité des gens sur le territoire national, et donc notamment en province, ne peuvent pas se passer d'un véhicule. Donc ils n'incarnent pas le mal, ils incarnent juste la nécessité. Il est indispensable, nécessaire d'avoir un véhicule pour aller travailler, pour aller faire ses courses, pour aller chercher un enfant, un parent. Donc ce discours méprisant qui s'installe, il faut vraiment, à mon avis, lutter contre. Oui, il faut lutter contre la pollution, mais non, on ne peut pas accuser les gens d'avoir un véhicule. On a Marie-Claire en ligne avec nous. Bonjour Marie-Claire, vous nous appelez de Bergerac. Oui, donc la Dordogne, la ruralité. Bon, alors... Je n'ai pas les moyens d'avoir un véhicule, quel qu'il soit. J'ai un vélo. Oui. Je suis encore... j'ai 64 ans, je suis retraitée, j'ai 1 000 euros net par mois pour vivre. Oui. Je ne peux absolument... Je n'ai zéro épargne. Ouais. Zéro. Vous faisiez quoi ? Parce que c'est terrible, vous faisiez quoi comme métier ? Alors, j'ai eu deux emplois. Le premier emploi, j'ai été enseignante, mais j'étais non titulaire. Oui, d'accord. J'ai démissionné en 92 et j'ai passé un concours finances publiques. J'ai fait l'école à Toulouse, l'école des finances publiques. J'ai un bon job, mais j'ai eu un problème de santé très grave. Qui m'a obligée à me mettre en retraite anticipée. Et donc vous étiez fonctionnaire. Vous avez donc 1 000 euros par mois pour vivre, un loyer à payer. Non, heureusement je suis propriétaire de ma maison. Sinon je pourrais pas vivre. Je suis en dossier de surendettement parce que je ne pouvais déjà pas payer mes factures EDF. Oui. Donc, quand ils parlent, alors moi, la voiture, c'est pas que je veux pas conduire, parce qu'en ruralité, vous avez besoin de votre voiture. Bien sûr. Les transports ne sont pas là. Bien sûr. J'ai qu'une ligne de train et un bus 3 fois par jour. J'habite Bergerac, bon, c'est très joli pour les vacances, mais quand on y vit, moi j'adore ma région, c'est pas le problème, mais le problème c'est que rien n'est pensé en ruralité pour se déplacer. Ben oui, non, mais c'est pour la voiture. Ouais. Et pour la voiture, alors. Ouais. Ça me fait penser. J'ai le vélo, parce que c'est le vélo pas électrique, je pourrais même pas en acheter un. J'ai un vélo normal parce que je suis, au niveau de la santé, ça va, je peux me déplacer, j'ai 64 ans. Mais vous aimeriez avoir une voiture ? En fait, j'aimerais pour les courses. Quand je porte des paquets, je dépense. Et vous vivez seul ?
Oui, je vis seule. Oui, c'est encore plus dur. Ben oui, donc vous êtes seul avec 1 000 euros et effectivement, quand vous habitez, comme vous le dites, en ruralité, c'est compliqué et on entend votre exemple et ce serait bien que les politiques se mettent au niveau parfois de... Oui, d'un autre côté, pardonnez-moi, et c'est vraiment pas vous que je vise en disant ça, nous sommes un pays qui est socialement très généreux. C'est vrai, il faut le dire. Oui, vous avez des aides ? Pourquoi ? Non, je n'ai droit à aucune aide parce que les seules aides que je peux avoir par le département, c'est de temps en temps, pour payer ma facture d'EDF. Oui. Alors, j'habite une maison. Alors, je suis propriétaire parce que j'ai eu un héritage. À 59 ans, j'ai été propriétaire. Qui n'a pas été taxé, heureusement. Bah si, forcément. Voilà. Bah, si. Non, mais je veux dire, pas quand beaucoup. ils prennent leurs décisions, quelles qu'elles soient, ils n'imaginent pas la vie des gens. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ils ne savent pas comment on vit. Oui, enfin, c'est pas vous qui le visez. Ils sont en train de taper sur les riches, là, à mort. Oui, mais il y a aussi... Mais les riches, je n'oppose pas les riches et les pauvres. Très bien. D'ailleurs, je trouve que ça n'a rien à voir. Absolument. Les riches, ils ont besoin d'être riches parce qu'ils font travailler des gens. Exactement. Mais moi, je suis pas du tout revancharde, pas du tout. Au contraire, je trouve qu'on vit dans un monde où rien n'est pensé. Puis alors les décisions de Bruxelles, excusez-moi, mais c'est du n'importe quoi. Ouais. Bah, non, oui. mais ça c'est du. Même pour et pour votre banquier, bien sûr. Oui, Ouais. bien sûr. Alors, moi, comme je suis en dossier de surendettement, je n'ai pas le droit au découvert. Mais je vous assure que le 20 du mois, mon frigo il est vide. Alors comment vous faites ? Ah ma carte ne marche plus. C'était terminé, je dois me débrouiller. Alors j'emprunte à mon frère qui est pas loin, mais je rembourse. Donc en fait, on vit dans un découvert déguisé, avec la famille, les amis qui prêtent. Bah oui. Non, mais c'est désespérant. C'est très intéressant. Oui, c'est intéressant votre témoignage, Marie-Claire. Merci. C'est très intéressant parce que le problème des voitures en réalité aujourd'hui, c'est que les Français ils y comprennent plus rien. On leur a donné tellement de normes, tellement de consignes en disant il faut acheter électrique, on va vous aider, mais on s'est arrêté de les aider. Et puis après on leur a dit mais par contre les aides peut-être qu'on peut les basculer sur les véhicules d'occasion thermique, mais en fait non parce que sinon on va pas respecter l'objectif de 2035. Plus personne n'y comprend rien et donc plus personne n'a envie d'acheter de voiture. De toute façon, le Marie-Claire, il n'y a pas de quoi en acheter. Et donc le marché de l'automobile, le marché français et indirectement le marché européen, c'est pour ça qu'il est complètement en train de s'effondrer. Je veux dire, les Chinois, ils nous ont pas attendus. Eux, ils ont bloqué leur marché depuis des années sur les créations de potentielles voitures européennes. On a pris du retard comme sur tout dans l'industrie. On a pris du retard parce qu'on a voulu respecter les règles. Bon bah voilà, pardon, mais c'est pareil, on parlait des agriculteurs tout à l'heure, c'est pareil sur les normes qui sont imposées aux agriculteurs français, mais pas aux autres pays européens autour de nous. En fait, tout le monde s'en fout. On prend des décisions au niveau européen sans consulter et sans étudier les décisions qu'on devrait prendre pour les Français. Bah, ça peut pas marcher. Moi, j'aimerais bien que Emmanuel Macron reçoive Marie-Claire, qu'il écoute. Alors, c'est peut-être démago de dire un truc comme ça, mais voilà. Il le sait. Mais quand on entend les gens, quand on entend ce qu'elle vous raconte, mais c'est vrai. Vous pouvez dire oui, il y a des gens qui ont. J'ai une de mes proches qui travaille au Secours populaire. Elle me dit il y a des gens que je vois qui ont 2 € par jour pour vivre. Et pourtant, Valérie, quand on vous le raconte, je suis désolée, nous sommes un pays où il y a énormément d'aides, soignés complètement gratuitement. Disons-le quand même. Quand il y a des médecins. Oui, d'accord. Mais enfin bon, il ne faut pas non plus sombrer. La France est un pays. Je ne sombre pas. À 2 heures de Paris, vous avez des gens qui ne se soignent mais pas. Il ne faut pas sombrer dans le désespoir. C'est juste ça. Mais vous avez des gens à 2 heures de Paris qui vous disent je ne peux plus me soigner. Alors pas pour une question financière, parce qu'il n'y a pas de médecin. Ah oui, d'accord. Vous allez dans une ville comme Bourges, vous n'avez pas de diabétologue, vous n'avez pas de cardiologue. Et les chirurgiens sont en train de partir en Belgique parce qu'on veut les imposer. Les médecins veulent partir. Mais bon, donc voilà, donc c'est tout un phénomène général de déliquescence de la France. Général, vous l'avez dit. Et on a beau vous dire, oui, il y a des gens qui vivent avec 2 €. Quand vous entendez Marie-Claire dans sa voix et qu'elle dit les choses, c'est et courageuse en plus. Avec la question de où va l'argent de toutes nos taxes, impôts, prélèvements qui sont gigantesques. Donc à quoi servent-ils réellement, gestion, d'où la nécessité qu'ils ne comprennent pas de réforme de l'État, non pas pour supprimer, mais pour gagner et qu'on soit plus efficace. C'est
fondamentale. Alors, la gabegie de notre argent. Une auditrice me dit, en ce qui concerne les voitures, je suis en Espagne et je m'aperçois qu'il y a énormément de voitures neuves, de très belles voitures. Et bien sûr, j'étais très étonnée. Donc, ils achètent tous pratiquement en leasing. C'est peut-être une solution pour avoir sa voiture pendant un certain temps, mais ça revient cher. Voilà, c'est Isabelle qui nous dit ça. Un nouveau mode de consommation aussi des véhicules. C'est-à-dire qu'avant, un véhicule, c'était du capital. Désormais, c'est un mode c'est une consommation, quoi. Donc, on loue sa voiture, en fait. On est plus propriétaire de son véhicule. Ça change la donne, Mais les Français aiment la voiture, puisque nous avons, nous, une émission qui cartonne sur Sud Radio tous les dimanches, tous les samedis matins, on parle auto avec Jean-Luc Moreau. C'est un super podcast à écouter, puis d'écouter l'émission, évidemment, avec l'inénarrable Laurence Perrault aux côtés de Jean-Luc Moreau. On se retrouve dans un instant avec vous. Est-ce que les Français ont envie encore de travailler? C'est la question que se pose Jean-Pierre Farandou. Et puis le budget, on en parle, une folie fiscale pour la droite. 0826 300 300. Sud Radio. Le numéro de la planète Demain Mag est à découvrir chez votre marchand de journaux. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on va parler donc de Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail. Juste avant, Véronique me demandait de lire le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui va dans le sens de notre débat. Ce matin, il a dit « Alerte, être à découvert sera bientôt interdit. Les clients d'une banque devront demander une autorisation à chaque fois qu'ils en ont besoin et le banquier décidera pour chaque personne. » Et il ajoute « 22% des Français survivre à partir du 16 du mois, parfois du 10 comme Marie-Claire, grâce aux découvertes autorisées. Cette privation a été imposée par l'Europe. Macron s'est couché. Il a pu agir par ordonnance grâce à une loi d'avril dernier. Le RN et le PS s'étaient abstenus. Voilà que les oppositions bidons coûtent à des millions de gens. C'est vrai que c'est le seul, pour le coup, ce matin, à prendre la parole. Non, mais voilà. Non, mais quand il s'occupe de la France, il dit pas que des bêtises. C'est bien. D'ailleurs, c'est un homme très intelligent. Il faut hélas le signaler. Sauf en politique. Mais sauf en politique. Toujours très fort dans les constats. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, écoutez. Le travail, pour le dire très simplement, c'est répondre à la question pourquoi autant de Français, quel que soit leur métier presque, à 60-62 ans, ont-ils autant envie de quitter le travail? Je trouve cette question, on n'a pas eu l'occasion, pour reprendre un terme neutre, de la traiter. Il faut la traiter. Parce qu'elle est déterminante quand même sur le fait que les Français résistent autant à l'idée de travailler 2 ans de plus. S'il y avait moins de résistance, voire pourquoi pas du plaisir à travailler un peu plus, la question se poserait différemment. Et alors j'allais dire, est-ce qu'il a déjà bossé dans une entreprise? Oui, il a bossé à la SNCF. Il était le patron de la SNCF. mais du plaisir à bosser, je veux dire, il a tout faux. Il a faux en posant cette question. Il a qu'à regarder autour de lui. Enfin, je vais pas revenir sur J'aime ma boîte et tous les sondages que Sud Radio d'ailleurs a fait mener aussi. Les Français aiment leur boîte. Ils sont contents, ça les équilibre. Ils ont besoin de leurs collègues. Ils ont compris que c'est une façon de gagner la vie. Non, c'est pas vrai. Ils aiment bien bosser. Mais la question, il la pose par rapport aux retraites. Oui, c'est ça sa question. C'est de dire pourquoi les gens veulent arrêter de bosser à 62 ans. Les gens, c'est une chose. Est-ce que on se rend compte du poids politique, de ce qui se joue? On est toute la journée en train de leur dire qu'ils bossent trop longtemps, qu'il faut qu'ils arrêtent avant. Je veux dire qu'il y a une espèce de mentalité en France qui est terrible. Et donc, je crois que c'est vendu d'une façon ridicule. Non, il y a des métiers difficiles, on nous a envie de bosser. Il y a aussi les boîtes où les gens restent très longtemps, on a même des problèmes. Mais non, j'adore Sophie. Mais vraiment, c'est très Frédéric. Juste un mot, parce que la question qui est posée par le ministre, elle n'est pas ridicule, dans le sens... Je ne la trouve pas ridicule dans le sens où il ne pose pas la question parce qu'il n'a pas la réponse. Il pose la question pour ouvrir un débat. Oui, ça, ils savent ouvrir le débat. Oui, mais après, il faut apporter les réponses. Non, mais on peut pas accuser, on peut juste pas dire qu'il est ridicule parce qu'il pose une question. La question, elle est juste. Pourquoi ce décalage de quelques mois, quelques années pose autant de problèmes et révolte tout le monde? Pourquoi ça nous anime au lieu de nous développer, au lieu de consacrer toute notre énergie à mieux gérer, à innover, à faire de nouvelles choses? Pourquoi on s'acharne sur ce sujet-là? C'est une vraie question. On n'a pas la réponse en réalité. Moi, je l'ai. C'est électoraliste. Elle n'est pas partagée, a priori. Électoraliste, je suis d'accord. C'est plus facile de dire aux gens, votez pour moi, vous travaillerez moins. Mais que ce soit électoraliste, de l'oisiveté, elle est là. Mais que ce soit électoraliste, c'est une chose. Comme quand François Mitterrand promet la retraite à 60 ans en ignorant toutes les conséquences, en faisant fi de comprendre les conséquences et en disant ce sont mes successeurs qui dans des années se débrouilleront à financer ça. Donc voilà, ça n'a jamais été un acquis social, ça a été un privilège générationnel, c'est un cadeau électoraliste. Ça, on est bien d'accord. Mais les 100% des Français sont quand même pas idiots, donc ils se laissent quand même pas 100% avoir par ce
ce discours électoraliste. Donc ça veut dire que quand même profondément, au fond de beaucoup de gens, ça pose un réel problème. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est l'épuisement? Est-ce que c'est le ras-le-bol? Le salaire, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, on n'aura rien résolu. 0826 300 300. Pourquoi avez-vous envie de partir à la retraite à 62 ans et ne pas travailler plus? Valérie, pourquoi ne supportez-vous pas l'idée de travailler 12 ou 24 mois de plus? Moi, la question, ben si, c'est quand même le fond du sujet. Mais c'est le sujet. Mais c'est le sujet. Les Français ne veulent pas travailler au-delà de 62 ans. Mais de façon générale, ils ne veulent plus travailler. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ne dis pas qu'ils veulent plus travailler. Pardon, mais tous autour de la table, on fait des métiers qu'on aime. Tant mieux, on a de la chance, premièrement. Deuxièmement, même tous autour de la table, on nous pose la question, vous préférez travailler ou partir en vacances? Vous répondrez quoi? Moi, je préfère partir en vacances. Pardon. Très bien, vous avez de la chance, mais 80%, je pense, des Français répondront, je préfère partir en vacances. Et c'est bien normal, 80% des citoyens du monde préféreront partir en vacances que d'aller travailler tous les jours. Pardon, mais c'est intellectuellement honnête de dire ça. Bon, ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, je disais, j'adore Sophie, et c'est sincère, j'adore Sophie, par rapport à ce qu'elle disait. Mais non, mais, parce qu'il y a un mais. Dire, oui, 62 ans, machin, on demande aux Français de partir de plus en plus tard et tout. Il y a aussi une réalité, c'est que les patrons n'engagent plus les seniors, leur demandent de partir très tôt, les mettent au placard. Ça, c'est la réalité. Pardon, mais moi, ça m'est arrivé dans mon entourage très proche de voir quelqu'un qui était un travailleur acharné, exceptionnel, qui donnait sa vie tous les jours au boulot et qui, du jour au lendemain, parce qu'il avait 58 ans, lui a dit, allez hop, c'est pas là la sortie et on te met au placard. Mais c'est injustifiable. C'est injustifiable. Je vous dis une chose, c'est que alors il y a une révolution informatique très importante, et pardonnez-moi, dans beaucoup d'entreprises, ça a été un problème, parce que à partir de même 45 ans, on n'est pas très haut niveau. Moi, dès que j'ai quelque chose à faire, à 25 ans, 30 ans, on va vous virer. Je me précipite sur eux. Alors attendez. Et en plus de ça, les seniors coûtent cher, parce qu'ils ont l'ancienneté. Et donc un patron, un petit patron, je suis complètement d'accord. Qui a... Non, mais c'est vrai, vous avez qu'un salarié, on est donc voilà, donc comment on fait? On dit aux gens, vous allez travailler au-delà de 62 ans. Pour faire quoi? Vous avez un maximum d'entreprises qui disent aux gens, partez en pré-retraite, en retraite anticipée. D'abord, les patrons font de vrais efforts. Ensuite, il y a des moyens, parce que la fiscalité, vous pouvez aussi payer peut-être un petit peu moins de charges, peut-être, sur les gens. Oui. Je veux dire que tout se joue sur le besoin du patron de PME, criblé de charges, avec un poids de la masse salariale qui est très cher. Enfin, pardon, mais par rapport à ce qu'a dit ce matin le ministre, Valérie, il y a aussi un truc qu'il faut lui dire, et il faut qu'il ouvre les yeux, c'est juste que cette réforme, on n'en parle que en mal depuis le début. Il n'y a eu aucune pédagogie qui a été faite, seulement dire, il y a des rapports du corps qui disent, mais bon sang, on peut pas faire un débat dans notre pays et expliquer mécaniquement pourquoi ça doit marcher, pourquoi on doit le faire, pourquoi on est les derniers pays européens, même après la réforme. Après la réforme, on était encore dans les 3 derniers pays européens, à partir le plus tard, plutôt à la retraite. Et là, après cette suspension, on est le dernier. Et on veut donner des leçons à tout le monde. Bravo. En fait, il y a un moment, il faut qu'on parle, autour de la table. Il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on puisse expliquer correctement. Là, le ministre, il est là, il arrive. C'est très bien, c'est louable son intention de lancer un débat. C'est pas malin. Mais à quel âge ils partent à la retraite à la SNCF? Ça dépend des professeurs. Jusqu'à 60. Quand Ferrando était à la présidence de la SNCF, il faut se rappeler que le début de réforme ont été tronqués. C'est-à-dire que la SNCF a repris des dispositions internes à l'entreprise pour pallier à la réforme des retraites qui avait été mise en place. Je ne sais pas si vous en souvenez. Donc Monsieur Ferrando joue un petit peu, c'est l'homme à deux visages là quand même. Je crois que les Français ont perdu quand même ce goût pour le travail. Donc oui, effectivement, c'est plus simple. Je suis désolé. C'est plus sympa de partir en vacances que d'aller bosser. Là, j'en pense une porte ouverte. Mais pour autant, je reviens juste sur un truc. Sur des jeunes, je vous ai montré des messages. Depuis le confinement, on a habitué les gens à le confinement, le télétravail, à vivre avec de l'argent sans travailler. On a mis la France dans une bulle pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Ça a été choquant, traumatisant dans tous les sens du terme. Et les gens ont redécouvert que la vie ne passait pas que par le travail. Les jeunes, ils ont très envie d'aller dans les boîtes. Des millions de Français. Mais je dis pas que c'est pas bien de pas travailler. C'est pas le sujet. Je suis en train de dire que ça a eu un impact psychologique et que la relation au travail a radicalement changé. Tu proposes un CDI aujourd'hui à quelqu'un, il te dit mais vas-y, barre-toi, t'es gentil, mais je te fais un contrat, une facture, je te l'envoie et tu me payes. Ils veulent plus avoir d'ordre.
hiérarchisation, se lever le matin à 9h30. Et vous avez que des chefs d'entreprise qui vous racontent des jeunes qui demandent à être en télétravail, qui ont perdu le sens total. Ils vendent 3500 balles avec un bac plus 5, sans expérience. De réflexion, Véronique qui nous dit quand on a commencé à 17 ans, on a envie d'arrêter. 45 ans derrière une caisse pour un salaire minable chez Carrefour. Voilà, on comprend. C'est pour ça que les gens, ça veut rien dire. Stéphane nous dit c'est faux Sophie, j'ai 57 ans bientôt et je maîtrise l'informatique. La formation continue, ça existe, donc tout le monde n'est pas déconnecté de l'informatique. Les chômeurs de 50 ans et plus ne trouvent pas de boulot. Qui peut m'expliquer, nous dit Marie, effectivement. Et embaucher des RSA, Sophie, vous verrez la force de travail, puisque une fois, alors ça Stéphane vous en veut, parce qu'une fois vous aviez dit que vous n'embaucheriez personne au RSA. Je dis ça ? Oui. Vous regrettez ? Il devait y avoir un contexte. C'est sûr. Oui, il devait y avoir un contexte, parce que je me vois mal dire ça comme ça. Bon. On a le droit de regretter. Donc, voilà. On a le droit de regretter une parole rapide. On se retrouve dans un instant avec vous, et puis ce sera vos coups de cœur, vos coups de gueule avec, on va parler du Made in France, on va parler de fake news, et on va parler de Boualem Sansal. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est de retour avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Votre dernier livre, Réussir, c'est possible, est paru chez Fayard. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. Et vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. Et Alex Darmon, journaliste politique. Et on vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Pour juste compléter notre débat, notre ami Christian de Villeneuve m'envoie cette phrase de Carlos Tavares qui dit « La France est une société décadente qui a oublié la valeur travail ». Il n'a pas tort. Ça lui va bien. Il est grand patron. Il est intéressant. De quel droit dire qu'on a oublié la valeur travail ? C'était intéressant. Je trouvais ça intéressant, l'interview qu'il a donnée, c'est hier chez vos confrères d'Alfie. Je trouvais ça intéressant. Intéressant parce que les grands patrons, effectivement, ils n'entendent pas souvent. Et ils ont des choses à raconter. Ça prend la parole d'ailleurs. Oui, vous avez un grand patron d'ailleurs qui est ministre du travail, enfin un patron en tout cas qui a été ministre du travail, qui est nommé ministre du travail. Et c'est intéressant, je trouve que, en tout cas, il y a notamment eu un moment où il expliquait son mode de rémunération. Moi, j'avoue que je ne maîtrisais pas tout. 80% en fonction des résultats. Alors après, c'est quand même des beaux résultats parce qu'il a un beau salaire. 80 millions d'euros. Oui, mais je trouve que dire une phrase comme ça quand on est un grand patron avec tous les salariés qu'on a, c'est pas possible. Je suis un peu d'accord. Je suis pas d'accord. Tous les gens qui l'entendent dans sa boîte. Oui, mais vous qui êtes cash et qui dites les choses. Mais c'est pas vrai qu'on a oublié la valeur travail. Bien sûr qu'on l'a oublié. Valérie. Bien sûr qu'on l'a oublié, la valeur travail. 0826 300 Manu est encore là au standard. Est-ce qu'on a oublié la valeur travail ? Est-ce qu'on a encore envie de bosser dans ce pays ? En tant que tel, ça dépend ce qu'on fait, ça dépend comment on le fait. Ça veut rien dire la valeur travail. Bon, coup de cœur, coup de gueule. On va commencer avec vous, Alex Darmon. On en a parlé hier et je pense qu'on va essayer d'en reparler tous les jours. L'oubli absolument sidéral dans lequel est tombé Boualem Sansal. Boualem Sansal et Christophe Glaise, le journaliste de Sopress, pareil. Et ce qui est important ce matin de dire, moi, c'est Arnaud Benedetti qui est souvent sur votre plateau. Qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui ce matin a fait un tweet en informant que Boualem Sansal aurait des gros problèmes de santé. Bien sûr. Qui serait même pas au courant de savoir s'il est pas loin de malheureusement de mourir, on sait pas, on n'en sait rien, qu'il aurait demandé son hospitalisation, mais on ne sait pas, on n'a aucune information. Et par contre, on parle de tous les sujets au sommet de l'État, mais jamais de ça. Jamais de ça. On a un ministre des Affaires étrangères, je crois. Je crois que c'est toujours le même depuis plusieurs années. C'est le président de la République à ce niveau-là. Non, mais c'est tout le monde en fait. Moi, vous savez quoi, j'aimerais bien que Donald Trump fasse libérer Boualem Sansal. C'est ce qu'Alexis a proposé il y a 24 ou 48 heures dans un tweet en disant. Pourquoi pas ? Il est en train de s'occuper de l'Algérie, ce serait. Vous vous rendez compte à quoi on en est rendu ? Franchement, demander à Donald Trump d'aller s'occuper de Boualem Sansal. C'est Valérie quand même, c'est un peu. Et non, mais Arnaud Benedetti aussi. Il l'a demandé aussi, puisque les États-Unis sont en train de parler avec l'Algérie. Avec l'Algérie et le Maroc. Je crois qu'ils sont en train de vouloir opérer un rapprochement. En tout cas, voilà, moi je voulais juste ce matin avoir une pensée pour lui, parce que c'est un otage, parce qu'il est retenu, pour lui et pour Christophe Glaise aussi, parce qu'on n'a aucune information, qu'on est un grand pays comme la France et d'ailleurs, je pense aussi aux 2 otages en Iran qui sont retenus
Cécile Collère et Jacques Paris, pareil, qui sont retenus et dont on n'a aucune information et dont on voit jamais le visage. Il y a quelques années, on voyait le visage des otages sur les JT, sur alors certaines mairies qui ont le courage de les mettre et vraiment je les félicite. Mais même les journalistes aujourd'hui dans les JT partout. Mais qui en parle dans la presse? Il devrait être à la une des journaux. Mais les sujets sont très nombreux. Arnaud Benedetti dit des échos préoccupants nous parviennent d'Alger, selon lesquels l'état de santé de Boualem Sansal se serait dégradé et qu'il aurait demandé son hospitalisation, laquelle lui aurait été refusée. Vous vous rendez compte ? Plus que jamais, pour des raisons humanitaires évidentes, sa libération s'impose. J'en appelle. Pourquoi est-ce que le président, moi, qu'est-ce que ça cache que le président de la République tâche pas ? Je veux dire, on a des moyens face à l'Algérie. Je veux dire, c'est un vrai cas, c'est un casus belli. Donc je ne comprends pas ce que ça cache. On se couche devant l'Algérie. Il y a forcément une raison. C'est pas possible. Enfin, devant qui on se couche pas, Sophie ? Pardon ? Devant qui on se couche pas ? En ce moment. On veut donner des leçons au monde entier, mais on n'est même pas capable de s'occuper de nos propres ressortissants. Moi, j'avoue que ça me met un peu en colère. Qu'est-ce que ça cache ? C'est la juste question. Hein. Bruno Retailleau avait promis de tout faire, de tout régler. Il a été plus d'1 an ministre de l'Intérieur, il l'a pas fait. Il l'a pas fait parce qu'il est incompétent ou il l'a pas fait parce que qu'est-ce que ça cache et qu'est-ce qui empêche d'agir ? Je suis sûr que là, pourtant, je suis pas complotiste. Alors, je suis pas l'avocat de Bruno Retailleau, hein, mais alors pour le coup, sur ces questions-là, c'est le ministère des Affaires étrangères et domaine réservé du président de la République. Il a beaucoup pris la parole sur le sujet. Si c'est pas sa compétence, qui ne prenne pas la parole, s'il est compétent. Il a alerté. Donc qu'est-ce que ça cache ? Il a alerté la classe politique. Il s'est fait l'écho de l'opinion publique sur ce sujet-là, où les Français veulent qu'il y ait une radicalisation des relations entre la France et l'Algérie, parce que Boualem Sansal, parce que des millions d'euros passent d'une rive à l'autre sans qu'on ait la maîtrise. Le nombre de retraités centenaires qui vivent en Algérie, quand même, qu'on finance tous les mois. Il y a des vrais sujets. C'est le climat qui est favorable. Franchement, non, mais ça me fait rire. Pourquoi on n'arrive pas à régler ce genre de... On se fait passer pour des moins que rien. Pourquoi ? Non, mais pourquoi ? Mais pourquoi j'en parlais hier, les accords d'Évian. Peut-être gage de paix sociale, parce qu'on a des millions d'amis franco-algériens qui, même eux, ne se retrouvent pas forcément dans le pouvoir algérien. Donc c'est dommage d'avoir peur. Non, mais il y a cette question. Donc c'est la semaine dernière dans le Figaro. Je l'ai dit et je le redis. Des Algériens, un Algérien qui a travaillé 20 ans en Algérie, 20 ans en France. Oui. Il touche sa retraite française, c'est 20 ans de retraite française en France, mais l'Algérie refuse de payer les retraites des Algériens. Ce qui fait que la France compense par une aide ce manque à gagner pour les Algériens. Ça fait partie des accords d'Évian. Il y a un moment, il va peut-être falloir y revenir. Je crois que ça nous coûte 2 milliards par an. C'est ce que dit Marine Le Pen au passage, quand même. Édouard Philippe l'a dit aussi. Édouard Philippe aussi et la Cour des comptes. Donc, mais Boualem Sansal, effectivement, personne n'en parle. Et Christophe Glaise, vous avez raison de le rappeler. De la même manière, on n'a aucune information sur sa détention. Aucune. Alors le ministre des Affaires étrangères nous avait dit ne parlez pas, la diplomatie. Il se passe rien. Ça va faire plus d'1 an qu'il est en prison. Il y a une discussion, il me semble, à l'Assemblée nationale aujourd'hui sur les relations avec l'Algérie. Et donc je crois que c'est aujourd'hui. J'espère que les députés, les parlementaires oseront prendre la parole sur ce sujet. Mais je terminerai juste par une chose. C'est aussi une question de culture. Et je trouve que les Français, de ce côté-là, on n'est pas à la hauteur. Parce qu'on devrait quand même tous se mobiliser et ne pas accepter que 2 journalistes soient détenus en Algérie parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils ont eu des paroles sur un autre régime ou parce qu'ils ont dit quelque chose qui ne plaisait pas au gouvernement inverse. Quand vous voyez les images il y a quelques jours de l'État d'Israël qui accueille ses otages, qui s'est battu sans relâche, alors pas dans le même contexte, soit parce qu'il y avait une guerre et tout ce que vous voulez, mais quand vous voyez ces images, vous vous dites quelquefois que nous, on pourrait faire encore plus, mais toute classe politique confondue. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Sophie, le salon du Made in France, c'est votre coup de cœur ? Un petit coup de cœur quand même. Parce que vraiment là c'est dur et justement ça va c'est un peu à l'encontre de tout ce qu'on disait. La morosité ambiante. Il y a le salon du Made in France du 6 au 9 novembre, porte de Versailles. Alors, le salon du Made in France c'est quand même important au moment où toute la classe politique finalement, c'est nos boîtes qu'on assassine tous les jours. Parce que plus il y a d'impôts, plus c'est nos boîtes qu'on assassine. Je rappelle que tout centime distribué en France
est due aux entreprises et au travail que font les Français qui nous écoutent. Bon, donc il y a un village de l'artisanat qui accueillera d'ailleurs 210 artisans sur toute la France. Il y a un salon Made in France. Et je pense que tous les Français doivent aussi essayer de faire leurs achats, parce que c'est cher. Ils disent tous ça, cher. Mais ils achètent au moins cher. Il y a qu'à voir Shine dans le prêt-à-porter. Donc je pense que le Made in France est très important. Oui, mais si on revient à notre discussion de début, on n'a pas les moyens d'acheter du Made in France tout le temps. Si. Finalement, on a les moyens, et puis c'est souvent d'une grande qualité. Enfin, si. Bon, alors on peut dire que si les artisans qui travaillent près de chez vous, qui sont formidables. D'ailleurs, je vous signale que le luxe qu'on fustige sans arrêt avec la plus grosse fortune du monde, le luxe, il utilise et fait travailler des artisans français toute la journée, des PME. On le dit pas assez. Et donc, ce salon du Made in France, c'est accès libre tout le week-end, permet de découvrir tout ce qu'on produit en France et ce qu'on ignore. Je voudrais signaler que la région Île-de-France est très prenante. Origine France garantie, ils sont super. Et ils ont d'ailleurs été partenaires de J'aime ma boîte. Enfin, vous parliez tout à l'heure de la valeur travail. Si elle est quelque part, c'est bien chez les artisans, chez ceux qui. Non, mais c'est bien le Made in France. On est d'accord sur le principe. C'est comme regarder Apostrophe. Tout le monde était d'accord. Non, mais il faut pas déjà dire qu'on n'a pas les moyens d'acheter, Valérie. Bah si. Bah non. Bah si. Et puis on peut acheter Made in France et renoncer à 2 trucs mal foutus, faits n'importe comment en Chine ou je sais pas quoi. Ouais. On peut pas faire généralité de ce que vous dites, Sophie. Mais le salon Made in France est un coup de cœur. Mais c'est très bien, et c'est tout à votre honneur que de valoriser les entreprises françaises. Elles en ont besoin. Les artisans. Après, c'est une question de pouvoir d'achat, c'est une réalité. 25 balles pour acheter une paire de chaussettes parce qu'elle est Made in France. Je peux vous assurer que si vous avez 3 enfants et que vous achetiez 4 paires de chaussettes tous les mois parce que ça grandit, on va pas se mettre 100 balles de chaussettes tous les mois. Non, mais c'est très concret. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Après, c'est les casseroles. C'est quoi le Made in France? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien cibler. Il n'y a pas d'industrie, c'est très difficile. Voilà. Là, je parle beaucoup de l'artisanat. Je parle de, par exemple, ils ont fabriqué des tote bags. C'est très à la mode le tote bag. Ils en font des formidables faits en France qui sont pas plus chers. Non, mais il faut encourager le Made in France et de regarder. Ouais, Frédéric. Non, mais je ne peux aller que dans le sens de Sophie. Il y a beaucoup à dire sur tous les sujets, mais on ne peut pas ne pas encourager nos entreprises, notre savoir-faire, nos artisans, nos emplois. Moi, je reproche souvent, notamment en matière d'économie, en France, qu'on raisonne en économie fermée comme si le reste du monde n'existait pas. C'est pas parce qu'on est dans un monde ouvert avec beaucoup d'échanges qu'on ne doit pas non plus se soutenir nous-mêmes. Et donc voilà, moi j'aurais appelé ça le salon de l'optimisme, même parce que il y a tellement d'optimisme à aller chercher dans ce salon. Que, voilà, bravo à tous ceux qui font du Made in France, bravo à tous ceux qui peuvent le faire, et merci à ceux qui peuvent les soutenir. Ouais, le Made in France est impossible, les matières premières est importées. Ça, c'est vrai que c'est une vraie question. Oui, c'est-à-dire qu'on a Made in France, où vous mettez une étiquette, ça devient Made in France. Je parle des artisans beaucoup. Sur quelle planète vit Sophie de Menton? On n'a pas les moyens, nous dit Muriel. Mais en tout cas, il y a des artisans, il faut les encourager. Je peux vous dire qu'elle vit sur la nôtre. Je la connais bien, Sophie de Menton, elle vit sur la nôtre. Oui, je sais. On se retrouve dans un instant. On va parler fake news avec vous, Frédéric Fougera. Tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on vous retrouve alors à 11h30. Christina Cordula sera avec nous pour nous parler de sa chaîne YouTube dans l'émission Média. On continue le tour de table. Frédéric Fougera, un coup de gueule. Un coup de gueule contre les fake news. Alors vous allez me dire, voyons, il est pas original, ou il se réveille seulement maintenant. Non. En fait, c'est plutôt un coup de gueule contre des fausses nouvelles qui s'installent ou qu'on laisse s'installer et qui quelque part finissent par devenir des vérités. Je vous prends un exemple, une phrase que je trouve assez insupportable, mais que pourtant on entend et on lit très régulièrement sur les réseaux sociaux, dans les médias. C'est les gens prennent de moins en moins l'avion. Ça, on le lit, on l'entend tout le temps, et c'est faux, et c'est absolument faux. En 2024, le nombre de voyageurs par les airs a quasiment atteint 5 milliards. C'est un record, c'est du jamais atteint. Le trafic total mesuré en kilomètres passagers, c'est un des indices pour mesurer le trafic aérien en passagers payants, il a augmenté de 10% l'an dernier. Le trafic international, 14%, le trafic intérieur de 6%. Alors on peut pas dire
dire que les gens voyagent de moins en moins en avion. D'après l'Association du transport aérien international, ce chiffre aura même doublé d'ici à 20 ans. Et sur cette période, Airbus évalue que le nombre de nouveaux avions de plus de 100 places sera de plus de 43 000 commandes d'avions pour un marché qui s'effondrerait. Et apparemment, il y aura quand même un problème. En février dernier, Le Monde, qu'on peut pas accuser de ne pas être à tendance éco-friendly, et consacrer une enquête sur l'essor sans limite des aéroports géants qui redessinent la carte du transport aérien. Ce sont 423 nouveaux aéroports qui sont en projet ou en construction dans le monde. La moitié d'entre eux sont dans la zone Asie-Pacifique. Il y en a 58 même en Europe. Et les aéroports, nouveaux aéroports, c'est pas seulement ça. C'est aussi 1200 projets d'infrastructures aéroportuaires. Donc des nouvelles pistes, des rallongements de pistes, des nouvelles constructions, des nouveaux terminaux, des agrandissements de terminaux. Alors, on peut se faire peur ou se rassurer avec des fausses informations, mais ce qui est faux reste faux. Dire que les gens ne prennent de moins en moins l'avion, c'est faux. Et nous pouvons nous faire croire que nous vivons dans un monde qui n'est pas réel, mais ça ne nous aidera certainement pas à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Mais qui dit ça ? Vous le regardez, vous le lisez régulièrement dans les médias, sur les réseaux sociaux. C'est une phrase qui revient, une phrase que je comprends bien, qui a comme arrière-pensée de culpabiliser les gens qui prennent l'avion. Mais dire cette fausse information ne change pas la réalité. C'est absolument faux et c'est même en extraordinaire progression. Avec ce que ça comporte de bon ou de mauvais, je ne juge pas. Je constate, sur l'information. Cette information est absolument fausse. Ça me permet juste de faire un aparté sur la défense des gens qui comparaissent pour diffamation envers Brigitte Macron, qui est absolument lamentable. Où il plaide l'esprit Charlie, où c'est minable, la blague. Ce sont des gens absolument minables. Je vous encourage à aller lire les comptes rendus des procès. Non Pardon ? Ils sont très peu accusés. 10 avec des peines de prison avec sursis qui ont été requises. Et puis il y aura le procès aux États-Unis. Et la fille de Brigitte Macron qui est venue pour dire que ça avait atteint sa mère de façon très importante. Mais là aussi, c'est des fake news. Et prison avec sursis, amende. C'est pas beaucoup. C'est déjà ça. Je pense que c'est une punition. C'est symbolique, mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais il plaît de la satire pour justifier le harcèlement. Mais le jugement sera intéressant parce que la question du harcèlement numérique, mais le harcèlement de façon générale, c'est un vrai sujet de société. Absolument. Et donc, ça va être intéressant de voir la position de la justice en rappelant que la justice, elle applique des lois. Donc la justice, elle ne juge pas selon le goût du jour, elle juge aussi selon des lois. Mais ce que vous disiez, c'est vrai que ces fake news ont porté et sont durablement installées dans l'esprit des Français. Certaines, ouais. Oui. C'est assez catastrophique. C'est catastrophique, hein. Ça me fait réagir sur une proposition d'Emmanuel Macron au début de son premier mandat qui parlait d'un conseil de déontologie du journalisme. Et je trouvais cette proposition plutôt intéressante. Alors vous allez dire comment ? Non. Vous avez l'Arcom, vous n'avez pas de conseil de déontologie de la presse qui est là pour vérifier ce qui est annoncé. Et moi, je suis pour que ça remplace même l'Arcom, parce je sais pas comment c'est l'Arcom, que ça remplace même l'Arcom aujourd'hui pour ces questions-là, en tout cas, sur la vérification de l'information et des fake news. Parce que, pardon, mais sur toutes les chaînes d'infos, vous avez des choses qui sont balancées et qui ne sont pas vérifiées. J'ai écouté la semaine dernière une chaîne d'infos que je ne citerai pas sur l'affaire Sarkozy, sur l'incarcération de l'ancien président de la République, qui a annoncé que les juges avaient quand même demandé la déchéance de parentalité de Nicolas Sarkozy. C'est absolument faux. Et ils le disent à une heure de grande écoute. En disant. C'est vrai que je l'ai entendu. Mais je vous le dis, je l'entends. Et moi, je suis frappé qu'on puisse laisser dire ça pour faire de l'audience et laisser les gens entendre et écouter ça. C'est honteux de dire ça. La déchéance de parentalité sur cette affaire. Et alors, j'ai été vérifié parce que ça m'a tellement choqué. J'ai été vérifié sur ChatGPT, Sophie, pour savoir s'il y avait une déchéance de parentalité qui avait été demandée dans toutes les affaires qui avaient concerné l'ancien président de la République, sans parler du fond, sans parler du fait qu'ils sont incarcérés et tout. Jamais. Il y avait une déchéance de droit civique sur le fait qu'il n'a pas le droit de se présenter à une élection, ça c'est vrai, mais déchéance de parentalité, quand vous dites ça à une heure de grande écoute aux Français qui entendent cela, ça laisse des traces. Oui, ça laisse des traces. Et donc effectivement, ces fake news là, c'est hyper grave. Et aujourd'hui, ça c'est des fake news annoncées malheureusement par des journalistes dont c'est le métier, mais avec tous les deepfakes, toutes ces images que vous pouvez trafiquer avec l'intelligence artificielle et tout, on est au devant de grandes difficultés et il va falloir se saisir à bras le corps de ce problème pour la presse, je pense. Vraiment. On a quand même fait croire au monde entier que c'était
un pangolin qui nous avait apporté un virus quand même. Ça, on n'en sait rien encore. Ça, on n'en sait rien encore. On n'en sait rien. On n'en sait rien encore. Mais voilà, des informations. Alors sur les voyages en avion, Stéphane, qui est un grand connaisseur, nous dit que c'est un peu la jungle, effectivement, dans les tarifs, et que il vaut mieux voyager loin que près. C'est-à-dire que d'aller aujourd'hui à Montréal vous coûte moins cher peut-être que d'aller à Nice. Non, mais à Nice, proportionnellement, c'est vrai. Oui, c'est assez stupéfiant parfois. C'est assez stupéfiant, et les prix des billets ont explosé. Là. Il y a une augmentation assez importante. Et ça n'empêche pas les gens de voyager. Pour conforter ce que dit Frédéric, vous avez vu l'état des aéroports, on prend plus là. Enfin, moi j'essaie de pas prendre l'avion. Le temps d'attente, la bousculade. Maintenant, on est en train de payer des passes droits pour aller plus vite pour n'importe quel billet d'avion. C'est la file premium qui est la plus longue, donc je trouve ça très très drôle. Mais je préfère rester assis et pas payer de supplément. Par rapport à l'aviation, il y a aussi toutes les compagnies low cost qui sont arrivées et qui développent énormément les petits aéroports régionaux. Moi, pas d'indiscrétion, mais moi, quand je viens de Toulouse, je ne pars plus de Toulouse. Je pars de Rodez. Je fais un Rodez-Paris. J'ai 55 minutes de vol et ça me coûte 130 balles l'aller-retour en avion. Si je dois prendre un billet de TGV depuis la gare de Toulouse pour arriver jusqu'au Montparnasse, c'est 130 € l'aller. On a vu le temps qu'ils ont mis. Donc, les gens prennent de moins en moins l'avion. C'est vrai que pour moi, c'est une véritable fake news parce que les aéroports régionaux sont en train de prendre de la forme. Et puis, ce micro-tourisme aussi avec des petites villes un peu partout en Europe qui développent aussi la consommation d'avion. Les gens qui partent en week-end à Porto ou autre pour 35 € l'aller, c'est une réalité. Dans les petits aéroports régionaux, vous avez plein de compagnies low cost qui font ça et ça développe une activité aéroportuaire très forte. Bah oui, mais c'est... Et nos aéroports, allez, j'y vais de mon petit couplet, nos aéroports sont quand même les plus nuls du monde. Moi qui voyage pas mal, quand vous voyez, il y a pas une fois quand je voyage où il n'y a pas un escalator en panne, où je suis obligé d'aider des personnes âgées ou des gens, un ascenseur qui marche pas. On va être sympa parce que c'est quand même le groupe Vinci qui est l'un des plus gros fabricants concepteurs d'aéroports au monde, avec Aéroports de Paris, dont l'État détient 50% au passage. Donc voilà, donc on est quand même des gros faiseurs en infrastructure aéroportuaire. Donc là, c'est du vrai Made in France, Sophie. Vous voyez, c'est positif. Et du Made in France qui souvent fonctionne mieux à l'étranger qu'en France. Absolument. Une auditrice me dit le pangolin est bien responsable. Non, le pangolin n'est pas considéré comme le responsable direct de la pandémie. Bien qu'il ait été initialement suspecté en 2020 comme hôte intermédiaire, les recherches scientifiques ont écarté très largement cette hypothèse. Et donc, il y a toute une littérature qui vous explique que ce n'est pas le pangolin qui a été responsable de ça. Voilà. D'accord, voilà. C'était une fake news. C'était pour donner un exemple à la fake news mondiale, quoi. Quand même. C'est assez marrant. Oui, mais au début, on cherche que c'est le début de l'épidémie. On se précipite sur n'importe quoi. Merci à vous, merci à tous les quatre. On se retrouve demain, pas avec vous, mais nous, on est là encore avec Gilles Gansman et Christina Cordula. Ça, c'est aussi une tendance. De plus en plus d'animateurs montent leur propre chaîne YouTube, absolument. Et ça va être intéressant. Et voilà, je vais monter ma chaîne YouTube. Merci, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Toute cette semaine, vous avez rendez-vous à 18h avec Cécile de Minibus et Philippe